Si tu as ouvert cette vidéo, ça veut dire que tu ne m'as pas jugé juste sur la vignette et sur le titre. Je te remercie déjà d'être là. Les États-Unis, Trump. On va faire un petit peu une synthèse des changements qui s'opèrent, qui se sont opérés, qui sont en train de s'opérer aux États-Unis, avec toujours se poser cette question qui pour nous est importante. Est-ce que finalement, les États-Unis, ça ne serait pas une bonne destination pour aller vivre? Et avant tout, je t'arrête un instant. Si tu es sur cette vidéo, c'est peut-être parce que tu as un projet d'expatriation, de quitter la France, d'aller vivre à l'étranger. Peut-être les États-Unis, peut-être ailleurs, ou peut-être que tu n'es pas sûr. Si tu n'es pas sûr, j'ai mis à ta disposition gratuitement mon simulateur d'expatriation. Tu vas pouvoir en 1 minute ou 2 répondre à quelques questions qui vont permettre en fait à l'algorithme de ce simulateur de cibler tes attentes, ton budget, tes projets, ta situation actuelle, et il va te suggérer un certain nombre de pays, un ou plusieurs pays, peut-être qu'il te suggérera les États-Unis, qui sait, et ça c'est gratuit, et c'est le premier lien en description, ou c'est simplement le premier commentaire épinglé. Si cette vidéo, tu la trouves utile, tu sais, j'ai pas fait de vidéo pendant quelques semaines, et aujourd'hui, YouTube, il me punit dans l'algorithme, tu vois. Donc s'il te plaît, mets-y un pouce vers le haut, ça aide à relancer un petit peu la chaîne, parce que voilà, j'ai été un peu occupé à d'autres choses. Pendant le mois de novembre, décembre, j'étais occupé sur le marché crypto. Je reviens un petit peu à la genèse, si tu veux. Si tu me suis depuis un petit moment, depuis quelques années, tu sais que moi, j'ai tendance à être assez critique, en fait, de la position des États-Unis de par le monde. Je considère les États-Unis comme une nation hégémonique, comme une nation qui n'est pas fair-play avec beaucoup de pays dans le monde, qu'une nation qui est néocolonialiste dans le sens où elle a tendance à imposer ses intérêts sur les intérêts des autres pays dans le monde. En tout cas, elle essaye dans bien des cas. Et je leur attribue volontiers pas mal d'injustices, notamment ces dernières années au Moyen-Orient, ou peut-être dans certains pays d'Europe de l'Est, pays slaves, pourquoi pas, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Évidemment, je les tiens aussi responsables du wokisme et, d'une façon, de la direction de la dégradation des pays d'Europe. Parce que pour moi, l'Union européenne, c'est d'une manière un petit peu leur marionnette. Donc, ceci m'a valu des commentaires parfois un petit peu comiques, pêle-mêle. Hein. Il y a des gens qui m'ont dit « Oui, mais tu investis dans la crypto, tu utilises l'exchange américain. » Ouais. Tu as un ordinateur, sûr qu'il est fabriqué aux États-Unis. Ouais, j'utilise Apple. Ouais. Et donc, ah, mais si tu étais anti-américain, à ce moment-là, tu devrais... Et j'aime bien ce genre de réflexion, c'est un peu enfantin, c'est rigolo, mais c'est un peu enfantin. C'est un peu comme si moi je te disais, ok, tu aimes pas la politique d'Emmanuel Macron, d'accord. Mais alors, pourquoi tu manges encore du fromage? Même niveau de réflexion. Pourquoi tu manges encore du fromage alors que tu aimes pas la politique d'Emmanuel Macron? Le fromage, il est fabriqué en France, attention, hein, le fromage c'est français. Hein. Donc voilà, tu vois, le même niveau de réflexion. En fait, quand on critique les États-Unis, et sur cette chaîne on l'a fait, hein, on critique surtout, alors... l'État profond américain, ce qu'aujourd'hui ils appellent l'État profond, en tout cas une certaine position, un certain positionnement des États-Unis. Je trouve que depuis l'élection de Trump, il y a pas mal de choses qui ont changé dans le bon sens. Et on serait tenté de se dire, ok, Trump, eh ben, il est pour ci, pour ça, contre ci, contre ça. En fait, les États-Unis sont devenus un pays dans lequel il fait à présent bon vivre avec de belles perspectives d'avenir. Et on pourrait développer dans ce cas-là, hein, se dire, mais peut-être que c'est le meilleur pays du monde où vivre. Puisque l'Amérique, c'est quand même un pays où il y a plein d'opportunités, où ça parle bien anglais, tu vois, par exemple, où il est plus facile que dans plein d'autres pays dans le monde de trouver du travail, où tu vas avoir des salaires plus élevés. Et toute considération idéologique mise à part, ça peut être une aubaine. Mais... eh bien, on va voir ce que Trump a changé depuis son arrivée, et puis ensuite, hein, on répondra à la question, est-ce que c'est le meilleur pays du monde pour aller vivre à l'heure actuelle? Et la réponse, elle va être nuancée. Mais attends, ça c'est pour après, c'est pour la fin, je te garde pour la fin. Trump lui-même. D'ailleurs, au passage, je remercie qui a fait le plus gros de cette liste. Ce n'est pas moi, c'est mon ami Fabrice de Krasnodar qui a fait ce résumé en majeure partie. J'ai apporté quelques modifs, mais merci Fabrice, voilà, tu as bien travaillé sur ce coup-là. Donc voilà les premières décisions de Trump depuis son inauguration, donc lundi dernier. Et voyons ce qu'il a changé de vraiment majeur, qui vraiment compte en fait, hein, puisqu'il y a évidemment des centaines de décrets. Donc, au niveau de la politique étrangère et des finances, il a suspendu l'aide étrangère, y compris à l'Ukraine, pendant 90 jours pour revoir ses bénéfices pour les États-Unis. Encore une fois, America First. D'une façon, Trump, c'est le président qu'on aimerait voir en France. C'est pour ça qu'ils font tellement une campagne anti-Trump en France, anti-Elon Musk aussi. Vous savez qu'il est nazi. Mais j'ai la preuve, moi. Hein. Il a fait le signe, là, il est nazi. Je pense que Trump doit être nazi aussi. Donc, mis à part voilà, ce genre de plaisanterie, je suis pas étonné de la campagne anti-Trump
qui est menée en France et dans les pays, on va dire, de gauche molle de l'Union européenne, parce que, quelque part, Trump, c'est le président dont on a besoin. En tout cas, il défend pas mal de principes qu'il serait bon de défendre en France. Ce que l'on voit là, c'est, ok, on va peut-être aider l'Ukraine à l'avenir, je sais pas, bon, pour l'instant, on arrête, et on va voir si c'est intéressant pour nous de le faire ou pas. Le reste du monde peut ne pas apprécier ce genre d'attitude, mais en attendant, il sert son pays, America First. Il est le président des États-Unis, non? Il n'est pas là pour servir les autres pays. Il sert les siens. Le second point, et franchement, je l'ai adoré, il a signé un décret sur le retrait des États-Unis de l'OMS et de l'accord de Paris sur le climat. Alors, l'accord de Paris sur le climat, je sais pas. Je suis pas un spécialiste du climat, de l'environnement. J'ai l'impression qu'ils considèrent que c'est plus intéressant pour leurs intérêts financiers, c'est peut-être détrimentaire pour l'environnement, je ne sais pas, je suis pas un spécialiste. Par contre, l'OMS, ils se retirent les États-Unis de l'OMS, ils retirent le plus gros pays de l'OMS, parce que les États-Unis étaient, voilà, une part importante de l'OMS, hein. Mais franchement, c'est extraordinaire. Vous n'avez pas oublié 2020, hein. Vous n'avez pas oublié la crise sanitaire. Alors moi, j'ai pas oublié l'OMS, vous voyez. Et quand on est, comme moi en ce moment, là, en Asie du Sud-Est, on se rend compte de la mainmise de l'OMS et d'à quel point, ici, dans pas mal de pays, ils dictent leurs conditions pour que les gens vivent mieux, pour le bien des gens, pour la santé des gens. Ils approchent les gouvernements en disant, voilà, maintenant il va falloir interdire ça et ça, pour la santé des gens, bien sûr, hein. Et nous, on va vous donner un programme d'aide, hein, ou des subventions de ce montant-là, si vous appliquez ces lois-là, pour le bien des gens, bien sûr, hein. Donc, franchement, quand Trump a dit qu'il allait se retirer de l'OMS pendant sa campagne, j'étais comme ça, déjà. Là, il est président le premier jour, bon, il sort de l'OMS, je suis yes, j'ai des comptes à régler avec ces gens-là, moi, hein. Je n'ai pas oublié 2020 et je ne l'oublierai sans doute jamais. J'ai des comptes à régler avec ces gens-là. Et finalement, quelqu'un qui a le courage de le faire. Franchement, très peu de présidents au monde. Président du Bélarus, voilà, il s'est opposé à l'OMS. Et ce ne fut pas aisé. Donc voilà, c'est quelque chose que je trouve superbe. Concernant la frontière et l'immigration, il a déclaré l'état d'urgence à la frontière avec le Mexique. Il veut expulser les immigrés illégaux, oui. Il a attribué le statut d'organisation terroriste au cartel de la drogue, c'est-à-dire les mecs qui tuent, qui torturent, qui font les pires horreurs pour ramener de la drogue et la vendre sur le sol américain à des jeunes américains, des américains tout court, oui. Et la citoyenneté de droit de naissance abolie pour les enfants de migrants illégaux. Oui, il y a une faute de frappe ici. Là aussi, franchement. Après, je suis peut-être comme Elon Musk, hein, moi aussi, autant je suis un nazi, hein, mais il me paraît évident que quelqu'un qui n'a pas le droit d'être sur le territoire américain, ou français, ou européen, tout ce que vous voulez, qui est là illégalement, bien c'est normal que l'enfant qui naisse là n'ait pas la nationalité par droit du sol. La citoyenneté par droit du sol, il ne devrait pas être là, il n'a pas le droit d'être là lui non plus. Ça me paraît normal que les immigrés illégaux, on les expulse. Oui, ils n'ont pas le droit d'être là. On me laisse faire, moi, des choses illégales? Non. Et pourquoi eux, oui? Enfin. Là aussi, vous voyez, quand je lis ça, je me dis que je comprends bien pourquoi les médias français font campagne contre lui. C'est le président qu'il faut en France. D'une façon, après. Pas pour tout ce qu'il est. Je n'apprécie pas la personne, hein. N'imaginez pas que je suis un fanboy. Je pense que si je connaissais ce type-là, je le détesterais. Je le trouverais arrogant, je trouverais qu'il manque de bienveillance, d'humanité. Il va te marcher sur la gueule sans hésiter, il marchera sur la gueule de n'importe qui pour l'argent et le pouvoir, hein. Mais on n'est pas là pour juger la personne, là. On parle de sa politique. Et souvent, de nos jours, on essaye de mélanger les deux, tu sais. Lui, j'aime pas parce qu'il est méchant, mais on s'en fout quelque part. Il va faire quoi pour son pays? Là, on parle de ce qu'il fait pour son pays. Voyons à présent la politique sociale et la liberté d'expression. Il a été décidé de fermer tous les programmes d'inclusion et de diversité de genre. Interdit aux personnes transgenres de participer aux compétitions sportives féminines. Signature d'un décret pour protégeant les femmes de l'idéologie radicale de genre. Ça c'est le combat contre le wokisme. Depuis des années maintenant, moi je m'inquiète de l'avancée du wokisme, que je vois comme une folie idéologique. La folie qui est propre au système totalitaire. L'URSS avait des idées un peu folles. L'Allemagne nazie, n'en parlons pas. Tout régime totalitaire a besoin de se justifier par « c'est pour le bien des gens ». Mais c'est pour le bien des gens. Et là, voilà, si tu lis la théorie des genres, est-ce que quelqu'un a lu la théorie du genre? Les 72, 73 genres, là, parce que moi, je les ai lus. Et je me suis dit, mais on est complètement devenu dingue. On marche sur la tête absolument, c'est n'importe quoi.
Mais c'est pas plus fou que quand on lit les théories eugéniques nazies, en fait c'est du même niveau. Et quand on prétend être un pays féministe, défendre les intérêts des femmes, et en même temps, on fait monter sur un ring un type avec des faux seins qui va les rouer de coups, voilà, il y a de quoi discuter. En tout cas, Trump ne discute plus, et c'est beau ça. Il dit non, ça maintenant on arrête, fini les conneries. On finit la récré, on arrête. Un autre point qui me paraît important, hein, adoption d'une directive pour empêcher la censure de l'État et restaurer la liberté d'expression. Eh ben oui, parce que on part du principe, on nous a expliqué que les démocrates c'était les gentils, les démocrates justement, et que les républicains c'est les méchants, les nazis. Mais bon, qui ont contrôlé les réseaux sociaux et maintenant ils l'ont admis, Mark Zuckerberg a dit, il y avait de la censure sur Meta, sur Facebook, parce que j'avais pas le choix. Jack Dorsey de Twitter a admis, ah oui, mais on censurait ci, on censurait ça pendant les élections, pendant la campagne de Trump, pendant le mandat de Trump, parce qu'on avait les ordres. Et Elon Musk, il a repris derrière, et il a rendu public ces phénomènes de censure. Donc moi, je veux bien hein, que ce soit eux, les méchants, les nazis, tout ce que tu veux, mais en attendant, la liberté d'expression, c'est quand même un petit peu l'un des fondements de la démocratie, de la liberté, et d'une société, on va dire, ouverte. Eh bien, voilà, donc il faut attendre visiblement les fascistes, les nazis, pour que la liberté d'expression soit maintenue. Et c'est encore une directive que je trouve bien. Au niveau de sa politique intérieure, alors c'est ce qui nous concerne le moins, hein, mais si on parle d'immigrer aux États-Unis, à ce moment-là, ça nous concernera plus. Hein. Il a annulé 78 décrets de Biden qu'il a jugés néfastes. Bon, comme ça, ok. On sait pas lesquels. Il a signé la déclassification de documents entourant l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy et Martin Luther King. En fait, c'est un projet de transparence historique. Il y a plein d'autres documents qui sont déclassifiés. En fait, ça veut dire on arrête de mentir aux gens. On leur montre la vérité, on leur dit la vérité. Là aussi, putain mais chapeau. Qu'on en fasse autant en France. Qu'on nous parle de ce qui s'est passé avec certains dirigeants africains, il fut un certain temps, qu'on nous parle de ce qui est arrivé à certains politiciens français, comme Pierre Bérégovoy par exemple, qu'on nous parle de ce qui a pu arriver à certaines personnalités publiques françaises, peut-être comme Coluche ou Daniel Balavoine, qu'on nous parle de ce qui a pu arriver avec Yvan Colonne par exemple. Après, peut-être qu'il n'y a rien à cacher, mais s'il n'y a rien à cacher à ce moment-là, il faut tout déballer, les gars. Et là, c'est ce que veut faire Trump, en tout cas, sur certains sujets. Il a gracié 1500 participants accusés de la prise du Capitole en 2021. Bon, en même temps, ils ont pris le Capitole en son nom, quelque part, d'une façon, donc bon... Plus important, il a gracié Russell Bricht. On parlait de Russell Bricht sur cette chaîne. C'était le fondateur de Silk Road. Silk Road était une zone de non-droit sur Internet où on vendait, on achetait à peu près n'importe quoi, en tout cas de la drogue, des armes, sans aucun problème, un tas de trucs interdits en fait. Et moi, vous savez, moi je suis un légaliste. Hein. Pour moi, si c'est interdit, on n'a pas le droit de le faire. Après, j'apprécie que les lois soient justes. Et si elles ne sont pas justes à mes yeux, je m'en vais. Mais... Quand on vit quelque part, bien, on doit se plier aux lois. Donc pour moi, le fait que Russell Bricht ait été condamné, ça m'a pas choqué. Ce qui est plus choquant, effectivement, c'est le fait qu'il soit condamné à la perpétuité, alors que des violeurs aux États-Unis sont condamnés à beaucoup moins que ça, voire hein, certains, selon leur bord politique et leurs rapports familiaux, ne sont pas condamnés du tout, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc effectivement, la perpétuité, c'était un peu violent. Il l'a gracié, après il me semble 12 ans de peine, peut-être qu'il a purgé sa peine. Il l'a gracié surtout parce que Russell Bricht était un libertarien, il est toujours un libertarien, et que ça... Alors évidemment, il a fait des fortunes avec Silk Road, on ne fera pas croire il a fait pour la liberté uniquement, mais il a quand même enrobé ça, il l'a fait pour la liberté. Trump a eu le soutien des libertariens pour son élection, il a fait un geste envers eux en retour. Ça me paraît bien. Il a banni les CBDC, les Central Bank Digital Currencies, les monnaies digitales de banque centrale. Alors pour tous les gens hein, qui m'ont répété maintenant depuis des années, t'es fou Simon d'acheter Bitcoin, parce que ça va être interdit, et puis ils vont mettre les monnaies numériques. Bon, ben c'est exactement l'inverse qui se produit. Là aussi, pour un fasciste, franchement, c'est plutôt sympa. Il a interdit que l'on établisse une monnaie centrale, une monnaie numérique de la banque centrale américaine, un dollar numérique en fait. Il n'en a pas voulu. Et bien sûr, je ne l'ai même pas écrit dans la liste tellement que c'était important, eh bien, il parle de réguler, d'avoir un cadre favorable au développement de l'industrie des cryptos aux États-Unis, ce qui est fabuleux parce que jusqu'à présent, sous Biden, il y avait un cadre qui était plutôt défavorable. Il y a plein de boîtes américaines qui s'en allaient pour pouvoir continuer à travailler. Ce qui est stupide en termes de développement technologique et en termes de développement économique. Mais bon, ça c'est la gauche. Regardez ce que fait l'Union européenne par rapport aux cryptos. Là, si tu regardes la loi MiCA, regarde la loi MiCA.
ils sont complètement à l'envers de l'histoire, complètement à contre-pied de l'histoire. Donc Trump, il veut établir un cadre positif pour le développement de l'industrie crypto. Il a dit au forum de Davos que les États-Unis seraient la capitale mondiale de l'intelligence artificielle de la crypto, mais évidemment, c'est l'avenir. Évidemment qu'il veut se positionner dessus. Il n'y a que les malades en Europe qui veulent censurer, bloquer, interdire. Et il parle aussi, visiblement c'est confirmé, d'une réserve de crypto-monnaie, une réserve fédérale stratégique de crypto-monnaie. Pas forcément que de Bitcoin. Et ce, pourquoi ? Pour une raison très simple, Quand tu détiens des dollars et des pesos mexicains et des choses comme ça, ce sont des devises qui perdent de la valeur dans le temps. Quand tu détiens un bitcoin, regarde, il est passé de 15 000 à 109 000 aujourd'hui. Tu penses pas que c'est quelque chose d'utile à détenir dans sa trésor, au moins en petite partie ? Tu vois, il y a des gouvernants en Europe qui considèrent que non, c'est pas utile, voire même c'est néfaste. Mais voilà. C'est beau, parce que ce mec-là, il a 78 ans. C'est un vieux monsieur. Et c'est le vieux monsieur qui est largement en avance par rapport à ce qu'on nous présente, nous, comme des jeunes présidents. J'allais dire des young leaders. Non, comme des jeunes présidents. Emmanuel Macron était un président très jeune, à l'époque où il a été élu pour son premier mandat. Eh bien, c'est un monsieur de 70 ans qui est plus progressiste. Là, on parle de progressisme, effectivement. Pas de progressisme dans la décadence d'avoir des hommes qui prennent des hormones pour les frapper des femmes sur des rings. Non, on parle de réel progrès. Économique, technologique, social, sociétal. Du vrai progrès. Après, les sanctions, ça visiblement c'est dans la génétique américaine. Donc il a rétabli le statut de Cuba en tant que sponsor du terrorisme. Je sais pas, je vois pas dans quelle mesure. Mais bon, c'est dans l'ADN américain visiblement. Après, il part vent debout contre la Russie, alors beaucoup moins bêtement que ses prédécesseurs. Je pense qu'ils arriveront à un accord de paix. Mais là pour l'instant, il gonfle les muscles, il se la raconte un peu, mais il arrivera à des accords de paix, parce que son objectif, et c'est pas son objectif uniquement parce que c'est un humaniste qui veut éviter que des gens meurent, mais parce que c'était l'un de ses objectifs de campagne. Et jusqu'à présent, il nous montre qu'il essaye, le plus rapidement possible, de tenir ses promesses de campagne, et franchement, c'est beau aussi. Alors, on a suffisamment parlé de Trump, on va l'enlever, voilà, ciao, bye bye, et maintenant on va parler de vivre aux États-Unis eux-mêmes, puisque on pouvait se dire jusqu'à présent, ok, c'était le berceau du wokisme, du gauchisme dégénéré, on n'a pas envie de vivre là-bas. Et c'était tout à fait compréhensible moi-même, voilà. Je n'ai jamais rêvé, quand j'étais enfant, je suis allé aux États-Unis quand j'étais adolescent, mais adulte, j'ai pas rêvé d'être américain. Mais aujourd'hui, on peut se dire, on a un territoire immense, on a un pays avec des opportunités économiques, on le disait plus tôt, et on a une politique qui semble aller dans le bon sens. Il y a du changement, c'est galvanisant en fait. Ce changement, il a un côté un petit peu messianique qui se donne lui-même, d'ailleurs Trump, mais il y a un côté galvanisant là-dedans. On peut avoir envie de faire partie de ça. Mais attends un instant là, on se pose un instant là, parce que j'ai vu des idiots dire c'est le meilleur pays au monde, il n'y a plus aucun intérêt à aller en Russie maintenant, ou des pays comme celui-là, parce que les États-Unis c'est un grand territoire, c'est très divers, il y a beaucoup d'argent à faire, et en plus pays conservateur. Attends un instant. Tu penses que les zombies sur les trottoirs en Californie, à New York, à Philadelphie, les zombies défoncés au fentanyl et à quoi encore au crack et ces machins-là, tu penses qu'ils ont disparu quand Trump a été élu? Tu penses ça? Tu penses que quand tu te balades à Los Angeles, à San Diego, par les endroits que je connais, je vais pas te parler des endroits que je connais pas. Maintenant, t'as plus peur des gangs de Mexicains dans la rue qui vont te lâcher leurs chiens dessus et te tuer juste parce que t'étais là, parce qu'ils ont disparu quand Trump a été élu? Tu crois ça? Tu penses que la malbouffe, les épidémies d'obésité, tu penses que cette déliquescence sociétale, morale, religieuse totale, qui est un peu la marque de fabrique des États-Unis d'ailleurs, en Europe, c'est bien de là-bas que ça nous vient, tu penses que ça a disparu avec l'élection de Trump? Et aussi, tu penses que Trump il va être président forever? Tu es sûr que dans 4 ans, les démocrates ils reviennent pas au pouvoir, et toi tu fais quoi? Tu vas t'installer aujourd'hui là-bas en disant c'est bon, c'est le nouveau monde, tout a changé, et dans 4 ans il te revient, je sais pas, Hillary Clinton, Michelle Obama, tiens, il revient Michael, et toi tu fais quoi? Tu repars? Tu fais de l'immigration électorale en fait. Soyons sérieux un instant. Je pense que pour un certain profil de gens qui sont ambitieux, qui ont des diplômes, qui ont des compétences spécifiques, qui visent des hauts salaires, aller aux États-Unis, immigrer là-bas pour avoir des bons postes, des gros salaires, habiter dans un endroit comme New York ou Washington, ce genre d'endroit-là, bien sûr que c'est toujours cohérent.
Pour le mec qui veut faire carrière dans le cinéma, d'une manière ou d'une autre, alors je donne des exemples en vrac, hein, mais évidemment que s'installer en Californie, ça fait toujours sens. Ça faisait sens sous Biden et ça fait sens maintenant. Et ça faisait sens sous Clinton ou sous qui tu veux avant. Les États-Unis, c'est pas le pire endroit du monde où aller vivre. Mais imaginez que ce qui était hier, aujourd'hui, dans la pratique, toi, quand tu marches dans la rue, c'est totalement différent parce que y a un nouveau président. C'est être bien naïf quand même. Parce que même si on peut estimer que les nouvelles directions prises vont vraiment dans le bon sens, avant de changer le niveau de déliquescence du pays, il va falloir du temps et je pense que c'est pas possible. Pour donner un exemple qui est assez parlant, on dit que voilà, Paris est une ville dangereuse avec de la criminalité, on dit que Londres est une ville dangereuse, pire que Paris à mes yeux. Mais il faut savoir que pour un Américain, ce sont des villes, un petit peu dangereuses, mais rien de comparable avec ce qu'il y a chez eux. Va à Miami, tu vois, tu as Sunset Beach, là, mais va genre 2 rues derrière, et tu verras ce que c'est que l'insécurité. Les mecs, ils se dévorent sur le trottoir. Je dis pas de conneries. Les mecs, ils se mangent entre eux, défoncés à je ne sais trop quoi, ils se mangent entre eux sur les trottoirs, et ils attaquent la police pour essayer de les manger. Non, on est à ce niveau-là. Après, là, je te prends les pires exemples, mais c'est quand même la réalité d'une certaine partie de l'Amérique. Maintenant, si tu étais sur cette vidéo, c'est que peut-être, tu te demandes où est-ce que tu devrais aller vivre. Tu as à ton service gratuitement mon simulateur d'expatriation. C'est le premier lien sous cette vidéo ou dans le commentaire épinglé. Je vous remercie à tous de ce visionnage. Un pouce s'il vous plaît pour me montrer que vous avez apprécié cette vidéo et que je devrais continuer à en faire des comme ça. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao à tous.